Alors bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur le cours de calcul de puissance électrique en régime sinusoïdal. Et donc dans la vidéo précédente, nous avons rappelé toutes les notions et toutes les définitions associées à la représentation des signaux en notation complexe lorsqu'on travaille en régime sinusoïdal. Et nous allons apprendre aujourd'hui à calculer les puissances consommées par un dipôle en régime sinusoïdal. Alors rappelons ce que nous avons vu. Nous avions considéré un dipôle quelconque d'impédance complexe Z, qui s'écrivait sous la forme exponentielle Z de J-phi. Nous avions vu que s'il était alimenté par un courant de la forme I0 exponentielle J oméga t, c'est-à-dire en réel I égale I0 cosinus oméga t, je rappelle que pour passer de là à là, il faut prendre la partie réelle, et bien nous avions montré que la tension à ces bornes était U égale Z fois I, ce qui donnait en réel U égale ZI0 cosinus oméga t plus phi. Nous avions vu qu'on pouvait représenter ces deux signaux U et I dans le diagramme de Fresnel, où chacun des signaux était représenté par un vecteur, et l'angle entre les deux vecteurs était le déphasage entre les deux signaux phi. Donc ici phi, c'est l'argument de Z, et c'est aussi la phase à l'origine de U moins la phase à l'origine de I, c'est le déphasage entre U et I. Donc nous allons maintenant calculer la puissance consommée par ce dipôle. Alors, par définition, comme le dipôle est en convention récepteur, si nous faisons le produit de U et de T, de U et de I, nous allons avoir une grandeur qui dépend du temps, et qui sera la puissance consommée par le dipôle, et comme elle dépend du temps, on l'appelle puissance instantanée. Alors on prend les deux expressions calculées précédemment, nous avons ZI0 cosinus oméga t plus phi pour U, et I0 cosinus oméga t pour I. Alors, on utilise la formule, petite formule de trigonométrie cos A cos B égale 1 demi de cos A plus B plus cos A moins B. Et grâce à cette formule, on obtient tout de suite l'expression de P de T qui va être ZI0 carré fois, alors le cosinus A plus B va donner cosinus 2 oméga t plus phi, et le cosinus A moins B lui va donner ZI0 carré sur 2 cosinus phi. Alors, au passage, on avait I0 qui était l'amplitude de I, qui est donc aussi I efficace fois racine de 2. Souvenez-vous, pour un signal sinusoïdal, la valeur efficace c'est l'amplitude divisée par racine de 2. De la même manière, cette grandeur ZI0 était l'amplitude de U, était donc égale à UF fois racine de 2. Ce qui fait que ZI0 carré, c'est égal à UF racine de 2 fois IF fois racine de 2, ce qui donne 2 UF IF. Et donc la puissance instantanée peut aussi s'écrire d'une manière simplifiée, P de T égale U efficace I efficace cos 2 oméga t plus phi plus U efficace I efficace cos phi, donc en ayant remplacé le terme ZI0 carré sur 2 par U efficace I efficace. Et donc on s'aperçoit que la puissance consommée par le dipôle est la somme de deux termes, un terme oscillant à la pulsation 2 oméga, donc oscillant 2 fois plus vite que la tension et le courant, et un terme constant ne dépendant pas du temps. Donc si on représente P en fonction du temps, nous avons un terme constant, une valeur moyenne à UF, IF, cos phi, autour duquel évolue alors je vais essayer de faire quelque chose de symétrique, une sinusoïde à la pulsation 2 oméga. Donc ici j'ai représenté PU de t, et donc ici nous avons la période de la puissance qui est donc 2 fois plus petite
que la période de U ou la période de I, puisque la fréquence d'oscillation est 2 fois plus grande que la fréquence d'oscillation de U et de I, de par le facteur 2 oméga ici dans P de T. Alors, en pratique, l'oscillation de puissance intéresse peu, enfin, on modérera ce point tout à l'heure, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est quand même la puissance consommée en moyenne par un dipôle, puisque le dipôle peut consommer de la puissance, la rendre, consommer de la puissance, la rendre sur une période. Nous, ce qui nous intéresse, c'est essentiellement, c'est quelle est la puissance moyenne qu'il consomme lors d'une utilisation normale. Donc c'est pour ça qu'on va définir P moyenne, qu'on va noter tout simplement grand P pour la suite, et qui sera égal à la moyenne de P de T. Et on voit tout de suite qu'en prenant la valeur moyenne de cette expression-là, la valeur moyenne d'un cosinus dépendant du temps est nulle. Donc on a P moyenne qui est égal à UF, I efficace cos phi. Et donc, ça, c'est l'expression de la puissance moyenne consommée par un dipôle, alors que ici, c'est l'expression de la puissance instantanée consommée par un dipôle. En pratique, quand on nous dit on utilise un moteur de 200 watts, eh bien, c'est la puissance moyenne qu'on signale, puisque 200 watts est une grandeur constante. Donc, en régime sinusoïdal, un composant dissipe la puissance moyenne P égale U efficace, I efficace, cos phi, où U efficace est la tension efficace aux bandes du composant, I efficace est le courant efficace circulant dans le composant, et phi est le déphasage entre la tension et le courant dans le composant. Cos phi, nous appelons ça le facteur de puissance, et nous verrons très bientôt l'intérêt de cette grandeur. Et souvenez-vous, dans le diagramme de Fresnel, nous avions vu que I était comme ça, et que la norme du vecteur représentant I était IF. De la même manière, U était de cette allure-là, et la norme du vecteur le représentant était UF. L'angle entre les deux était phi. Et bien on s'aperçoit que la puissance moyenne, c'est le produit scalaire de U fois I, puisque c'est norme de U fois norme de I, fois le cosinus de l'angle entre les deux, et la norme de U dans le diagramme de Fresnel, c'est U efficace, et celle de I, c'est I efficace. Donc on voit tout de suite que l'allure de U et I dans le diagramme de Fresnel donne une information tout de suite sur la puissance moyenne consommée par un composant. Alors on va calculer cette puissance dans quelques exemples, pour essayer de gagner en compréhension de la signification de cette grandeur, et en recul sur cette notion. Alors, considérons trois composants, une bobine, une capacité et une résistance, tous les trois alimentés par un courant efficace, I efficace. Alors, on va considérer d'abord la bobine. Donc vous avez un petit exercice que vous pouvez chercher. Donc faites pause sur la vidéo, essayez de chercher un petit peu l'exercice, et puis quand vous avez cherché, revenez sur la vidéo pour compléter votre correction. Donc on commence la correction, on considère un bobinage d'inductance L, parcouru par un courant sinusoïdal. Alors, on peut l'écrire IF racine de 2 cosinus oméga t en choisissant I comme étant l'origine des phases. Quelle est la puissance consommée en moyenne par cette bobine? Eh bien, il faut calculer, on va utiliser P égale U efficace, I efficace, cos phi. Alors, avec phi, qui est le déphasage courant-tension, mais qui est aussi l'argument de l'impédance du composant. Or, Z pour une bobine, c'est JL oméga, et donc l'argument de Z, phi, c'est pi sur 2. On sait que pour une bobine, le courant est en retard de pi sur 2 par rapport à la tension. Eh bien, si phi égale pi sur 2, on s'aperçoit tout de suite que la puissance moyenne consommée par la bobine est nulle. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la bobine va stocker de l'énergie, va la restituer, va stocker de l'énergie, va la restituer, tout ça au cours des périodes de la sinusoïde de courant, mais en moyenne, l'énergie dissipée et la puissance dissipée par cette bobine est nulle. Alors, ça peut se voir tout de suite sur le diagramme de Fresnel, puisque imaginons nous ayons I comme ça sur le diagramme de Fresnel, U est égal à JL oméga fois I, puisque U égale ZI, et on voit tout de suite que multiplié par JL oméga, c'est multiplié par oméga
et J c'est exponentielle Jπ sur 2. Donc c'est multiplié par exponentielle Jπ sur 2. Autrement dit, l'argument de U est égal à l'argument de I plus π sur 2. Donc multiplié par J dans le diagramme de Fresnel, ça revient, hop, à faire un déphasage de plus π sur 2, et U va se retrouver ici, qui va être égal à JL oméga I. Donc on voit tout de suite que le produit scalaire de U et I dans le diagramme de Fresnel est nul, et donc la puissance moyenne consommée par une bobine est nulle. Alors maintenant, intéressons-nous dans un deuxième temps au condensateur, alimenté par un courant I. Eh bien, pour le condensateur, Z égale 1 sur JC oméga, et donc phi qui est l'argument de Z est égal à moins π sur 2, et bien de la même manière, on en déduit que cos phi égale 0, et donc que la puissance moyenne dissipée par un condensateur est nulle. Donc de la même manière, le condensateur est capable de stocker l'énergie, mais à chaque fois il la restitue au cours d'une période, de telle sorte qu'en moyenne, il ne dissipe pas de puissance. Alors si on cherche à tracer le diagramme de Fresnel associé au condensateur, on a U égale 1 sur JC oméga fois I, ce qui est aussi moins J fois I sur C oméga. Donc la division de I par C oméga ne change pas son argument, par contre la multiplication par moins J implique que la phase de U est égale à l'argument de moins J plus la phase de I, la phase à l'origine de I, et l'argument de moins J c'est moins π sur 2, donc on va ici avoir moins π sur 2, et U qui va se retrouver perpendiculaire vers le bas. On voit bien que le produit scalaire de UI est bien nul. Donc, on résume, pour une bobine et pour un condensateur, la puissance dissipée, en moyenne, est nulle. Pour une résistance maintenant, alors on a Z qui vaut R, donc le déphasage entre courant tension qui est l'argument de Z est nul, puisque R est réel. Donc on a I qui vaut I0, ou I efficace fois racine de 2 cosinus oméga t, U qui vaut RI, et qui vaut RI efficace racine de 2 cosinus oméga t. En analysant cette expression, on s'aperçoit que RI efficace est donc la tension U efficace, de telle sorte que U s'écrit U efficace racine de 2 cosinus oméga t. Et donc, la puissance moyenne, qui est U efficace, I efficace, cos phi, vaut ici, alors cos phi vaut 1, puisque phi égale 0, elle vaut donc R, I efficace, au carré. Donc la résistance, elle consomme bien de la puissance moyenne, ce qui est cohérent avec son utilisation en termes de chauffage, par exemple. Et c'est le seul des trois composants résistance, capacité et bobine qui consomme de la puissance moyenne. Donc voilà déjà des résultats importants. Et nous allons maintenant considérer une installation quelconque, consommant 100 kW, alimentée par une tension d'amplitude 50 kV et absorbant un courant d'amplitude 10 A. On nous demande le facteur de puissance d'une telle installation. Alors on va effacer ce qu'on a vu pour l'instant. Donc une installation quelconque est composée de bobines, de condensateurs, de résistance, si bien que son impédance n'est pas connue a priori et correspond à une impédance équivalente de tous ces composants mis en série ou en parallèle selon l'installation. Donc le facteur de puissance, par définition, c'est cos phi, qui vaut la puissance consommée en moyenne sur U efficace, I efficace. Et bien ici, la puissance vaut 100 kW. U efficace, c'est l'amplitude de la tension U0 divisé par racine de 2. Et I efficace, c'est l'amplitude du courant, donc 10 A, divisé par racine de 2. Donc cos phi va être égal à P à 2P sur U0, I0, et donc ça va faire 200 kW sur 50 kV fois 10 A, et donc ça va faire 0,4.
ce sera le facteur de puissance de l'installation par simplification des 10 puissance 3. Et alors, l'énoncé nous dit dans la question 3 qu'en pratique, EDF impose des cosinus phi suffisamment élevés, par exemple supérieurs à 0,93, aux installations qui se connectent au réseau. Alors on va essayer de comprendre ici pourquoi. Alors, considérons d'abord une installation, une installation électrique qui serait équivalente à une résistance. Donc ici on a encadré une usine qui va être connectée au réseau EDF, qui va lui fournir une tension efficace UF et une intensité efficace IF. Et notre usine est assimilable à une résistance de telle sorte que phi, qui est l'argument de Z, vaut 0, que le facteur de puissance, donc cos phi, est égal à 1, et que la puissance P est égale à U efficace fois I efficace, c'est-à-dire que fois 1. Alors ça, c'est payé à EDF, c'est-à-dire que c'est la puissance que consomme votre installation et que vous payez à EDF. Imaginons maintenant une usine voisine qui, elle, est modélisable d'un point de vue électrique par une inductance pure, L. Et supposons qu'elle consomme le même courant efficace et qu'elle soit soumise à la même tension efficace. Dans ce cas-là, phi égale pi sur 2, et on a un cosinus phi, un facteur de puissance qui est nul. Et donc la puissance consommée par l'installation est nulle. Donc EDF ne touche rien. Donc c'est normal puisque la bobine prend l'énergie, la renvoie, prend l'énergie, la renvoie, mais au final ne consomme pas cette énergie. Oui, mais EDF, malgré tout, pour faire fonctionner cette usine, il est quand même obligé de faire passer du courant sur son réseau, et donc s'il y a du courant qui circule sur le réseau, il va y avoir des pertes par effet Joule sur le réseau, on encombre, et aussi le réseau EDF, donc on utilise le réseau EDF, au final, pour rien consommer. Alors que la personne qui utilisait son usine 1, qui était très résistive, consommait le même courant, et elle consommait beaucoup de puissance. Donc en fait, quand on a un cos phi de 1, on consomme finalement toute la puissance maximale par rapport à l'utilisation du réseau EDF. Alors que quand on a un cos phi qui tend vers 0, on utilise beaucoup le réseau EDF, mais on ne paye rien. Ce serait un petit peu comme un commerçant qui aurait plein de clients, mais qui se baladeraient dans son magasin, mais qui au final n'achèterait jamais rien. Le commerçant, il est quand même obligé de laver son magasin à la fin, et de le re-ranger, et pourtant il n'a rien gagné parce que les clients n'ont rien acheté. Alors que quand cos phi tend vers 1, chaque client qui rentre achète un objet. C'est un petit peu l'idée. C'est que quand vous travaillez avec un trop faible facteur de puissance, il y a du courant qui circule dans les lignes de tension du réseau EDF, mais qui ne va pas se transformer en puissance consommée. Or, qui risque de créer de l'effet Joule dans les câbles, donc qui va être des pertes pour EDF. Et donc EDF n'aime pas que des installations aient un cos phi trop faible. Ça voudrait dire que on surutilise ces lignes alors qu'on n'a pas besoin de consommer de puissance. Et c'est souvent un problème parce qu'il y a pas mal d'entreprises, par exemple d'usines, qui sont constituées de beaucoup de moteurs, donc elles ont un comportement assez inductif. Alors en général, elles sont modélisables par une inductance et une résistance en série. Et donc, elles ont une impédance Z qui va être de la forme R plus JL oméga. Et donc, elles vont avoir un facteur de puissance non unitaire, puisque si on prend I comme ça, U sera égal à RI plus JL oméga I. Alors, RI, c'est un vecteur collinaire à I, mais JL oméga I, hop, c'est un vecteur perpendiculaire à I dans le repère de Fresnel, puisque multiplié par J revient à ajouter une phase de pi sur 2, donc U sera ici RI plus JL oméga I par somme des deux vecteurs, et donc on aura bien phi qui sera non nul. Alors quelle est la technique pour faire tendre le phi vers 0, donc faire tendre cos phi vers 1, et donc éviter d'encombrer les lignes EDF et de ne pas consommer de puissance en contrepartie. Enfin, ou en tout cas, quelle est l'idée pour diminuer l'encombrement des lignes EDF tout en consommant la même puissance? C'est plutôt ça l'idée. Eh bien, il faut faire diminuer ce déphasage phi. Et pour faire diminuer ce déphasage phi, on va compenser le retard induit par la bobine du courant sur la tension en ajoutant, par exemple, un condensateur. Alors ici, je vais le mettre en série. Hop. À l'entrée de l'usine, on va mettre un petit condensateur. De cette manière, ici, on va avoir
dans la tension U plus 1 sur JC oméga, c'est-à-dire ce terme-là est aussi égal à moins J fois I sur C oméga. Et donc, si on calcule bien le condensateur, on peut le choisir de telle sorte que moins J fois I sur C oméga compense exactement J et l'oméga, de telle sorte que U redevienne en phase avec I. Quand on va faire la somme de ce terme-là et de ce nouveau terme, on va retrouver un vecteur qui va être en phase avec I, et donc phi tendra vers 0 et cos phi tendra vers 1. Donc, c'est l'ajout de condensateur pour redresser le cos phi, pour rephaser la tension et le courant, qui va permettre d'avoir des cos phi proches de 1 et d'ainsi respecter la condition posée par EDF en termes de facteur de puissance devant être proche de 1. Alors, dans ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, nous avons calculé la puissance moyenne à partir de la puissance instantanée, P de t était égal à U réel de t fois I réel de t, et avons ensuite pris la valeur moyenne. On aurait pu se poser la question, comme on a des tensions U complexes et des courants I complexes, est-ce qu'on peut pas calculer la puissance aussi à l'aide des nombres complexes? Et donc c'est ce qu'on se pose ici comme question. Mais attention à ce piège courant. U de t, c'est la partie réelle de U complexe. I de t, c'est la partie réelle de I complexe. Donc on pourrait peut-être se dire que, comme P de t, la puissance instantanée c'est U de t fois I de t, on pourrait l'avoir en faisant la partie réelle de U complexe fois I complexe. Non. Ça, c'est interdit, c'est une faute classique, une erreur classique. La multiplication n'est pas une opération linéaire, et donc, quand on va l'utiliser dans le monde complexe, il va être impossible ensuite de revenir dans le monde réel. En fait, on a le droit de faire l'opération, partir du monde réel vers le monde complexe et revenir dans le monde réel ensuite, que si tout ce qu'on fait dans le monde complexe est à base d'opérations linéaires, donc des multiplications par des constantes, des additions, des soustractions. Si on fait tout ce genre de choses, on pourra revenir sans peine dans le monde réel. À partir du moment où on part dans le monde complexe et on opère une relation non linéaire entre des signaux, par exemple on les multiplie, eh bien on casse finalement la réversibilité vers le monde réel. Donc surtout pas de calcul de U complexe fois I complexe pour calculer la puissance, ça c'est interdit. Pour autant, les nombres complexes peuvent être intéressants pour calculer uniquement des puissances moyennes, c'est-à-dire que des puissances instantanées à l'aide des nombres complexes, n'espérez pas y arriver. D'ailleurs, la puissance instantanée oscille à 2 oméga, donc il y a un changement de fréquence, on voit bien le côté non linéaire de la multiplication de U et I. On va en revanche pouvoir calculer des puissances moyennes à l'aide des nombres complexes, à l'aide de cette formule-ci. Puissance moyenne consommée par un dipôle, c'est la partie réelle de l'impédance Z fois I efficace au carré, ou la partie réelle de l'admittance Y fois U efficace au carré. Alors, pour démontrer ces deux relations, on repart des notations qu'on utilise depuis le début, de U et de I en complexe. On sait aussi que Z, c'est U sur I, Y, c'est l'admittance, c'est 1 sur Z, donc c'est I sur U. Donc ici, si je remplace, eh bien, il y a plein de choses qui se simplifient, il reste U efficace, I efficace, exponentielle J phi. Et ici, il va rester I efficace sur U efficace, exponentielle de moins J phi, si je divise I par U. Alors, de ça, je peux écrire que la partie réelle de Z, c'est U efficace sur I efficace cos phi. Et de ça, je peux déduire que la partie réelle de Y, c'est I efficace sur U efficace cosinus de moins phi, mais finalement, comme le cosinus est une fonction paire, ça revient au cosinus de phi. Alors, sachant ces deux choses-là, repartons de l'expression de la puissance moyenne que nous avons établie jusqu'à présent. Eh bien, je peux voir ici, par exemple, que le U efficace ici, je peux le remplacer par U efficace égale, en utilisant cette formule-ci, RE de Z fois I efficace divisé par cos phi. Et donc, ici j'ai RE de Z fois I efficace
mais le tout fois I efficace, donc I efficace carré, fois cos phi, mais comme j'avais divisé par le cos phi, ça se sépare, et donc j'ai bien P égale, par simplification, RE de Z IF carré. Alors si maintenant c'était I efficace que j'avais remplacé, et non plus U efficace, j'aurais pu remplacer I efficace par, à l'aide de cette formule-ci, I efficace c'est U efficace fois RE de Y divisé par cos phi. Et là, en remplaçant à ce moment-là, le I efficace, en voyant que j'ai I efficace cos phi, donc les cos phi se simplifient, nous aurions eu U efficace au carré fois partie réelle de l'admittance Y. Donc voici deux formules qui, dans un certain nombre de cas, permettent de simplifier considérablement le calcul de la puissance moyenne consommée par un dipôle. Donc on va les écrire. En régime sinusoïdal, un composant d'admittance Z, d'impédance Z et d'admittance 1 sur Z absorbe la puissance moyenne RE de Z fois IF carré, ou encore RE de Y fois U efficace au carré. Alors, il y a un petit exercice que je vous encourage à chercher rapidement pour appliquer cette méthode rapidement, de redémontrer très rapidement l'aide de ces formules que la puissance moyenne consommée par une inductance ou une capacité est nulle. Eh bien, regardez, pour une inductance ou une capacité, donc une inductance Z égale JL oméga, ou une capacité Z égale 1 sur J oméga, on voit tout de suite que la partie réelle de Z est nulle, et donc que P, consommée en moyenne, est nul. Pour une résistance, eh bien, RE de Z, c'est R, Y est égal à 1 sur R, donc sa partie réelle de Y, c'est 1 sur R, et donc on en déduit que P égale R fois I efficace au carré, ou U efficace carré sur R, qui sont les formules qu'on a déjà évoquées avec le calcul de l'exercice précédent. Donc voilà pour ce cours sur les puissances. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est de séparer la notion de puissance instantanée, qui est U de t fois I de t, qui oscille à une fréquence double de la fréquence de U et I, et qui comporte une valeur moyenne. Donc ça, c'est la notion de puissance instantanée, et souvent, ce qu'on fait, c'est plutôt calculer la puissance moyenne d'une installation, qui est la valeur moyenne de la puissance instantanée, et qui s'exprime comme U efficace, I efficace, cos phi,